Vous avez pu suivre dans l'émission vendredi dernier la nomination de François Bayrou à Matignon. François Bayrou, Premier ministre, 6 Français sur 10 ne lui font pas confiance. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, il commence à recevoir les groupes parlementaires. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été reçus. Jacques Serret est avec nous. On va peut-être parler dans une seconde de ce qui s'est dit dans cette première réunion. Mais racontez-nous, si tant est que nous ayons des informations. J'ai lu toute la presse le week-end. C'est invraisemblable. J'entends que le Premier ministre est nommé à 11h, qu'il s'appelle Monsieur Le Cornu par le Président de la République, et on me dit que François Bayrou se serait roulé par terre, c'est l'expression qu'un ministre rapportait, tout ça est toujours off, bien sûr, et que le Président de la République aurait cédé, parce qu'il partait avec ses 35 ou 40 députés du MoDem. Je n'arrive pas à y croire, mais Jacques Serret. Vous confirme, Pascal, je vous confirme que c'est bien ce qui s'est passé vendredi matin à l'Élysée. C'est-à-dire que François Bayrou avait rendez-vous avec Emmanuel Macron à 8h30 vendredi matin. À ce moment-là, Emmanuel Macron lui explique qu'il ne sera pas Premier ministre et lui expose les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas le nommer. Il lui expose que le Premier ministre qu'il souhaite nommer à ce matin-là, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Et alors là, François Bayrou, dans une colère froide, lui explique par A plus B pourquoi c'est une mauvaise décision, pourquoi ce doit être lui nommé à Matignon. La conversation en reste là. Emmanuel Macron clôt l'échange en déclarant à François Bayrou « Je vous rappelle ». Emmanuel Macron prend le temps de la réflexion, échange avec son entourage, et 1h30 plus tard, finalement, Emmanuel Macron rappelle François Bayrou, lui demande de revenir à l'Élysée. François Bayrou revient, et Emmanuel Macron nomme et François Bayrou. C'est invraisemblable. Vraiment, moi, je vous assure, c'est invraisemblable parce qu'il y avait eu la même chose avec Madame Vautrin qui avait été nommée pendant quelques heures et c'était finalement Elisabeth Borne qui avait été choisie. Alors, c'était encore un virage à 180 degrés puisque Madame Borne est de gauche et Madame Vautrin de droite. Et là, vous avez un président de la République qui cède. Alors, est-ce que la menace était plus forte que l'exécution ? Il cède parce que qu'est-ce qui se serait passé si François Bayrou partait avec le MoDem ? Ce qu'on appelle le bloc central, voilà, cherchez mes mots, le bloc central devait faire sans le MoDem. Et alors là, ça pose un problème. Donc c'était impossible. Il avait... entre guillemets, c'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus, Emmanuel Macron ne peut plus compter sur les députés MoDem, alors que jusqu'ici, il peut déjà pas faire sans. Mais ça, il le savait avant. Tout ça me paraît... Il le savait avant. Je pense qu'il n'imaginait pas à quel point François Bayrou voulait le poste. Et le fait qu'il en soit à menacer, en gros, c'est avec lui ou sans lui, visiblement, Emmanuel Macron ne s'y attendait pas. Je propose d'écouter Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. La nomination de François Bayrou, c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que on change de catégorie. On peut ne pas aimer les idées politiques de François Bayrou, je les combats, mais on change de catégorie, ce ne sont plus des collaborateurs. C'est une personnalité politique qui a une expérience. Je propose de l'écouter une deuxième fois lorsqu'il demande le retrait d'Emmanuel Macron. Le peuple a désavoué Emmanuel Macron. Dans l'intérêt général du pays, il doit partir. Et les Français, pardonnez-moi, il ne doit pas partir parce qu'il doit partir. Il doit partir parce que les Français doivent assumer aussi leurs choix. Et les Français doivent décider s'ils veulent une politique LFI avec Jean-Luc Mélenchon, une politique centriste avec maintenant François Bayrou, une politique patriote avec un patriote. Mais il y a un moment où il faut que les Français, à un moment, choisissent quelle France ils veulent. Marine Le Pen, on va en parler dans une seconde puisqu'elle est sortie de la consultation avec François Bayrou, mais c'est intéressant que Marine Le Pen soit reçue avec Jordan Bardella en premier. Alors le prétexte c'est de dire que c'est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale, mais symboliquement... C'est une manière, Pascal, déjà pour François Bayrou de prendre ses distances vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, après avoir nommé François Bayrou, lors de leur deuxième entretien, demande au nouveau Premier ministre de faire cette fameuse réunion, de rassembler toutes les forces, entre guillemets, républicaines. Ce qu'avait fait Emmanuel Macron il y a une semaine, lorsqu'il avait réuni à l'Élysée les socialistes, les LR et les différentes composants du bloc central. Il demande à François Bayrou de faire cela, et que fait François Bayrou en ce premier jour de la semaine ? Il convie
en premier le Rassemblement national, qui n'avait pas été convié à la réunion à l'Élysée la semaine dernière. Donc en cela, à ce stade, en tout cas, il se démarque d'une certaine manière d'Emmanuel Macron et de la volonté du président de la République. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y aura des ministres Rassemblement national, on n'en est pas là, mais dans le symbole... Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, non, mais dans le symbole et dans la manière de faire, c'est un vrai changement. Bon, il n'y en aura pas, mais la volonté de François Bayrou, est-ce que la volonté de François Bayrou, c'est d'avoir des ministres du nouveau Front populaire ? Oui ou non ? Des ministres socialistes, oui. Et donc, de facto, nouveau Front populaire. D'accord, ça c'est sa volonté. C'est sa volonté. Bon, donc écologistes. Ça va être. Je pense qu'il aimerait bien, mais ça va être très compliqué. Il aimerait. Dans le sens, il veut élargir le plus possible, avoir la majorité donc la plus stable. Donc des socialistes, il y en a 70. C'est ça. Donc après, il y aurait le bloc central. Le bloc central, les Républicains. Et les Républicains. Et vous pensez que, par exemple, s'il y a un socialiste, vous pensez que M. Retailleau, il peut accepter d'être avec un socialiste au gouvernement ? Alors il l'était déjà avec M. Migaud. Il l'était déjà avec M. Migaud. Et il y a quelque chose de nouveau ce matin, c'est que M. Retailleau, d'après les informations d'Europe 1 qu'on a dévoilées ce matin avec Alexandre Chauveau, est prêt à ne pas faire de loi immigration, c'est-à-dire à faire autre chose pour lutter contre l'immigration illégale, ne pas forcément faire une loi immigration. Et la loi immigration, c'est un peu le totem que ne voulaient pas les socialistes. Bah écoutez, si on est vraiment, c'est la 4e République et quand on était enfant, et puis pas qu'enfant d'ailleurs, on voyait parfois ces images en noir et blanc de journalistes attendant à l'Élysée avec le commentaire des speakers tels qu'on parlait jadis. Et cette séquence-là, les journalistes adorent cette séquence, parce que ça bouge tous les jours. Vous êtes là au micro, heureux de parler d'informations, cher Jacques Serret. Les journalistes adorent ça. Non mais oui. Bien sûr, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que les journalistes adorent ça, comme ils adorent Trump, les journalistes, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Si vous avez un gouvernement stable, avec quelqu'un qui fait simplement son job, et qui le fait bien, mais qui n'a pas de punchline, qui dit pas de bêtises, qui fait simplement tourner la France, ça n'intéresse pas les journalistes. Il y a quelque chose parfois un petit peu de pervers. Je voyais tous ces journalistes devant l'Élysée la semaine dernière, en train de parler de ça. Je voyais également les résultats des chaînes d'infos. C'est vrai que toutes les chaînes d'infos la semaine dernière ont eu des résultats un peu supérieurs à ce qu'elles ont d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a une actualité très forte. Donc, oui. Il y a quelque chose là-dedans qui nous rappelle la 4e République. Et vous avez également les leaders politiques qui sont invités partout, on les entend, alors que d'habitude, l'opposition, on les entendrait pas ou peu. Bah là, ils donnent leur avis et ils sont consultés, ils sont charmés, ils sont convoités, etc. Donc ça crée. Je suis pas sûr que ça soit bien tout ça pour la France, hein. Non. Mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a quand même une forme de récit. Oui, quoi. Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis pas un fan de la 4e République. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est-à-dire que vendredi matin, Sébastien Lecornu, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est le prochain Premier ministre. Bah, ce matin, il y a une question. Quid de Sébastien Lecornu ? Alors, paraît-il que M. Bayrou veut sa peau ? En tout cas, on peut pas dire qu'il l'apprécie beaucoup. Mais en même temps, Sébastien Lecornu est entre guillemets le chouchou du président. C'est l'homme du président. Mais il a cédé déjà, le président. Il va peut-être pas céder à chaque fois. Eh ben justement, ça va être très intéressant à voir. Je pense qu'il sera dans le gouvernement. Ou alors là, là, il y a plus. Je veux dire, c'est des casus belli. Si le président cède surtout, à ce moment-là, qu'il reste pas. Mais d'autres personnalités pourraient aussi faire leur retour. Par exemple, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, des personnalités qui étaient partis au moment de l'arrivée de Michel Barnier à Matignon. Mais ces personnalités-là pourraient faire le retour dans le gouvernement de François Bayrou. Et M. Darmanin ensemble. Oui, dans le sens où François Bayrou, sa volonté, c'est souvent la volonté des premiers ministres lorsqu'ils arrivent à Matignon, c'est de faire un gouvernement resserré. Et ça, c'est quand, à votre avis ? Ça va être avant Noël ? Ça va être compliqué avant Noël, mais alors c'est l'objectif. Évidemment, c'est l'objectif pour François Bayrou d'aller vite. Mais Noël c'est la semaine prochaine, donc tout ça risque d'être Je vous confirme que Noël c'est la semaine prochaine. Thierry est avec nous, vous allez pouvoir lui répondre, mais on marque une petite pause. Bon, tout ça fait un peu... Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine ? Honnêtement ? Bah oui. Moi ça me fatigue.
Ah bon? Bah oui, ça me fatigue. Ah bon, on va fermer l'antenne alors, parce qu'on en parle depuis... Non mais je sais, on en parle, mais... Madame, messieurs, Géraldine vous dit de changer de chaîne. 4 premiers ministres en un an, franchement. Oui, c'est la 4e République. Et là, on part en fête de Noël, on n'aura pas le gouvernement comme cet été. Enfin, voilà. Et alors, ça, ça peut faire si. Ça change votre vie. Ça me déstabilise. Appelez-nous au standard, Géraldine. Appelez-nous au standard. Géraldine vient dire aux auditeurs que ça, si vous pouvez, vous préférez, vous aimeriez qu'on parle de quoi? Ah non, il faut en parler. Parce que moi, je suis à votre disposition. Non, si vous souhaitez c'est important, il faut en parler. Mais on rêve. Mais je suis en train de dire ce que nos auditeurs pensent. J'en suis certaine. Ah, c'est bien. Ça c'est bien. C'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. Vox Populi, Vox Dei, cher ami. Et une petite chanson de Noël quand même pour Géraldine. Allez, un peu de légèreté. C'est quoi votre chanson préférée de Noël, Géraldine? Petit Papa Noël, ça me rappelle mon enfance, chez ma grand-mère. En plus, c'est Tino Rossi. Tino Rossi qui habite sur la route des Sanguinaires. Je l'écoutais dans le transistor de ma grand-mère. Et vous savez comment s'appelle la maison de Tino Rossi en Corse, quoi. Il est décédé, hein, bien sûr, Tino Rossi, mais le Scudo et la plage il y a la plage du Scudo. Et ah oui, vous étiez en Corse l'autre jour d'ailleurs, Jacques Serret. Il y a quelques temps. Et la piscine, je crois, est en forme de guitare, il me semble. Et le Scudo, et c'est juste à côté d'une plage. Et la route des Sanguinaires. Bon, on salue tous nos amis corses parce que ce qu'on a vu hier était quand même extraordinaire. C'est une part de l'identité française. Mais il y a ça chez les Iliens. Hein, les Iliens qui sont nés à Ouessant, qui sont nés à Marie-Galante, qui sont nés en Corse. Il y a quelque chose comme une résistance au temps qui passe. Vous vous souvenez de la petite chanson de Woolsey? Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Et bien les Iliens... C'était ça? Oui, c'était ça. Joli. Oui. Tu sais qu'on est diffusé, Géraldine. Oui, je sais. Non, mais je partage mes talents de chanteuse. Elle est en pleine forme. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ce week-end, j'ai été voir ma fille danser. Elle était magnifique sur scène. Ah bah j'imagine, c'était la plus belle. C'était la meilleure. Ah bah c'était la plus belle. Moi, je serai la plus belle également pour aller danser. Nous sommes avec Thierry qui va peut-être interroger Jacques. Thierry, bonjour, qui est notre ami de la Charente, qui nous appelle régulièrement. Bonjour Pascal, bonjour à votre invité. Bonjour. Notre ami journaliste de la rédaction d'Europe 1, Jacques Serret, qui est plus qu'un invité. Bonjour Thierry. Il m'a fait tomber de ma chaise tout à l'heure quand il a expliqué le scénario de vendredi à l'Élysée. Mais vous étiez au courant, non? Vous l'avez pas entendu? Si, on l'entend, mais on n'y croit pas. Ah bah non, mais on n'y croit pas. Moi, je suis un citoyen, je suis un électeur. On se rend aux urnes pour élire des gens qui vont s'occuper de nous, qui vont nous représenter. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que cette bande de rigolos? Tous autant qu'ils y sont. L'Assemblée nationale, ça ressemble à rien du tout. Dès qu'ils passent des images, s'il y a mes enfants dans la télé, je zappe pour pas qu'ils voient ce qui représente le pays. Enfin, mais comment vous voulez que ce pays avance? Puis alors, il n'avance pas d'ailleurs. La cerise sur le gâteau pour ma part. Monsieur Bayrou, Premier ministre, alors là, ça m'a terminé, c'est bon. Fin de l'histoire. Hop. Mais alors, vous êtes un électeur de droite, de gauche? RN. Oui, donc effectivement, je comprends que Monsieur Bayrou ne soit pas votre tasse de thé. Non, mais au-delà de ça, moi je fais pas de politique. Je m'en fiche. Je pourrais très bien voter socialiste hein, demain. Si la personne qui représente le socialiste pour moi dégage quelque chose et je sens que ça va bouger, pourquoi pas? Moi, c'est pas les mêmes idées quand même. Non, mais il y en a qui ont changé d'idée. Je veux dire, le RN, c'est pas le FN des années 80. On est bien d'accord. Non, mais après, chacun a une ligne. Vous pouvez avoir une ligne libérale sur le plan économique ou moins libérale ou plus étatiste sur le plan économique. Ça, c'est une ligne. Comme disait votre collaboratrice Géraldine avant les publicités, 4 premiers ministres en un an. Mais Géraldine est la voix de la France. Voilà. Nous, en tant que citoyen lambda au bas de l'échelle, on est les oubliés, quoi. Il pense Monsieur Bayrou, lui le promet, il ne pense qu'à sa carrière. Il voulait le poste pour régler son ego démesuré. Il en rêve depuis des années d'avoir ce poste. Là, il a obtenu Premier ministre. Il est content. Point barre. Fin de l'histoire. J'espère que ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose qui le dépasse. Mais effectivement, j'espère qu'il y a quelque chose qui le dépasse, que ce n'est pas que de la vanité et que l'ambition, en même temps, elle existe chez des hommes politiques. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui veut être Premier ministre
ministre ou président de la République une ambition. Moi, je laisse toujours de côté les arguments égaux, narcisses. Bon, parce que tous ceux qui ont fait des choses exceptionnelles, souvent ont un égo fort. Quand Charles de Gaulle part à Londres tout seul, faut avoir effectivement une confiance en soi, un amour de la patrie, quelque chose qui se dépasse soi-même, qui est peu fréquent. Ouais, mais dans leur discours, ces grands politiques, alors qu'ils parlent pas, qui nomment pas les citoyens. Parce que dans ce cas-là, où ils parlent de leur carrière ou des citoyens. Je veux dire, un député, il est élu par les citoyens censé nous représenter. Oui, mais il n'y croit pas eux-mêmes. Vous lui diriez ça, il est sincèrement convaincu qu'il fait sa carrière au nom des uns et des autres. Il pense pas, je vous assure, il n'a pas forcément la lucidité que vous lui prêtez. Franchement, je pense pas être le seul citoyen dans cette situation, Pascal, mais j'ai pris une décision la semaine dernière. Je n'irai plus voter pour des élections nationales. Je ne voterai que mes élections locales. Et là, vous votez à Angoulême ? Non, à côté de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est près d'Angoulême. Ouais. Mais je n'irai plus voter. De La Rochefoucauld. Pardon ? Je connais pas le village de La Rochefoucauld, mais j'y suis pas allé. Le château de La Rochefoucauld, c'est le plus beau château de France. Évidemment, je connais le château de La Rochefoucauld, évidemment. Mais je ne suis pas allé, c'est ce que je voulais dire. Non, mais pour revenir à ça, je n'ai pas visité le château. Oui, c'est grave. C'est grave la décision que j'ai prise parce que je suis déçu de la politique. Le RN, vous vous rendez compte que le RN, je vais parler du parti pour lequel j'ai voté, le RN, quand je vois ce jeune député au pied de l'hémicycle où ils l'ont tous snobé, mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? À quoi vous faites allusion ? C'est le jour de Jacques Serret. Voilà. C'est le jeune député Flavien Termé, je crois. Voilà. Où certains ne lui disaient pas bonjour. Le niveau, moi depuis que je suis tout petit, mais on m'a inculqué des valeurs, notamment de dire bonjour. La moindre des choses, c'est de dire bonjour. Ah, ça c'est important de dire bonjour. Mais ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Et après, il n'y a pas un seul membre du RN qui a une des commissions de l'Assemblée nationale. Donc à quoi ça sert d'aller voter ? Je suis d'accord avec vous. Et comme monsieur Boubou qui est arrivé monsieur Guénec est arrivé dans le studio,